Je ne savais pas très bien à quoi m'attendre en fait, ni ce qui était attendu, donc je n'ai pas préparé quelque chose de très fixé en fait, hein. Donc on va, voilà, je vais un peu vous exposer certaines choses et puis en laisser d'autres pour la discussion certainement. Bon, alors c'est vrai que je travaille sur sur une sorte de critique de la gouvernementalité algorithmique. Alors ça fait un peu barbare comme ça, hein. En fait, j'utilise le terme, d'ailleurs je ne suis pas tout seul à travailler là-dessus, je travaille avec des collègues très chers à Bruxelles qui sont Thomas Berns qui est philosophe et Dominique Deprince qui est statisticienne. On a un petit groupe comme ça avec aussi quelques doctorants qui nous aident à élucider cette affaire. Donc en fait on a inventé ce terme de gouvernementalité algorithmique, non pas pour en faire une sorte de théorie générale, ni même pour en faire réellement une hypothèse, mais plus précisément, pour être tout à fait imprécis, pour essayer de mettre un nom sur un champ de recherche qui véritablement, et sur des phénomènes qui véritablement échappent au sens, dans la mesure où il s'agit pour nous d'un nouveau régime d'intelligibilité et de gouvernement du monde, au départ, qui est nourri essentiellement par ce qu'on appelle des données brutes principalement, donc des données qui sont décontextualisées, bien souvent anonymisées, des données qui sont, comme Emmanuel l'a très bien décrit, des données qui sont en quantité massive, qui sont, on dit, complexes aussi, c'est-à-dire qu'il s'agit de données qui prennent la forme de textes, d'images, de sons, de localisation, de points de localisation, de trajectoires, des tas de choses comme ça, hein. Ce sont des données donc massives et en plus des banques de données, on en a parlé tout à l'heure, qui sont enrichies en temps réel, qui se nourrissent en temps réel à tel point qu'on ne peut plus véritablement parler aujourd'hui de collecte de données, puisqu'il n'y a plus nécessairement une volonté de collecter des données, il y a véritablement une sorte de prolifération quasiment spontanée des données, hein. Quoi qu'on fasse, on laisse des traces. Alors j'en laisse aujourd'hui puisque je suis filmée, donc voilà des images, hein. De toute façon, on ne fait plus jamais, ou presque jamais, une conférence, même dans un séminaire convivial, sans être enregistré, ou sans qu'il y ait des commentaires sur Twitter en temps réel, etc. Donc on est vraiment dans un espace tout à fait autre, un espace à la fois physique et numérique. Il n'y a plus de distinction entre le physique et numérique, tout ça interagit fortement. Toujours est-il que voilà, par la gouvernementalité algorithmique, alors je vais vous en donner quand même une définition extrêmement barbare pour commencer, que je vais déplier progressivement au cours de mon exposé. Alors, par gouvernementalité algorithmique, j'entends le phénomène suivant. D'abord, la traduction systématique et automatique des événements, des trajectoires, des comportements du monde et surtout de ses habitants sous forme de données numériques brutes. Alors qu'est-ce que c'est que ces données numériques brutes? C'est véritablement un nouvel objet dans le monde sémiotique, ça, les données brutes, hein. Ce sont des données qui ont pour particularité, qui sont produites, elles n'existent pas comme telles dans la nature, les données brutes, elles sont produites, et elles sont le produit d'un patient travail extrêmement sophistiqué d'annihilation ou de tout ce qui pourrait les rattacher à un contexte de vie singulier. Donc c'est un patient travail d'éradication de tout sens intelligible en fait. C'est ça qui est assez paradoxal. C'est que les données brutes à partir de laquelle on va dire qu'il y a l'intelligence des données, à partir de laquelle on va construire toute cette énorme idéologie des big data, eh bien cette donnée brute c'est précisément ce qui échappe absolument au sens et à l'intelligibilité humaine dans la mesure où c'est totalement en général décontextualisé, sorti de son contexte, etc. Donc c'est un travail de désindexation, Deleuze et Guattari diraient de décodage. Alors ça, c'est un peu paradoxal cette expression, ça veut dire que en fait nous, les êtres humains, nous vivons dans des environnements où nous interagissons à travers des codes, c'est-à-dire que nous savons ce que tel signe veut dire, par exemple par convention, ou parce que ce signe ressemble à la chose pour laquelle elle fait signe, ou parce que le signe garde dans sa forme même, on parle alors d'icône, une sorte de ressemblance avec la chose qui est signifiée. Ici, on a affaire véritablement à des signaux, c'est-à-dire des signes qui ont perdu toute signification et qui sont quantifiables malgré le fait, ou grâce au fait d'ailleurs, le plus précisément, qui sont d'autant plus quantifiables qu'ils n'ont aucune signification.
Donc voilà, et ça c'est ce qui va nourrir une nouvelle forme de gouvernement que je vais essayer de vous décrire un peu brièvement et de façon nécessairement inadéquate au phénomène, dans la mesure où c'est un projet de recherche en cours, donc on n'est pas encore arrivé au bout, loin de là. Mais toujours est-il que ce nouveau régime d'intelligibilité et de gouvernement du monde, comment fonctionne-t-il ? D'abord, est-ce qu'il fonctionne ? À quoi, bon, il est déployé, hein, on va dire que c'est de la science-fiction, etc. Il est déployé. Je ne vais pas parler du projet de loi récent dont vous gratifie votre gouvernement aujourd'hui, le projet de loi sur le renseignement, mais c'est un bon exemple pourtant de mise en œuvre de cette rationalité algorithmique, cette gouvernementalité algorithmique. Mais bon, il est déjà en œuvre. Enfin, ce phénomène de gouvernementalité algorithmique est déjà déployé dans le domaine du marketing, de la finance, de façon tout à fait évidente avec le trading à haute fréquence, de la gestion des ressources humaines. De plus en plus de call centers, on dit de centres d'appel téléphoniques aujourd'hui dans le monde, se servent de dispositifs de recommandation pour recruter leur personnel, dispositifs de recommandation qui sont fondés sur du profilage qui est réalisé grâce au data mining qui est fait sur base de ce qu'on appelle les big data et qui a été décrit précédemment. Donc ça peut être des choses un peu idiotes, hein, comme le problème pour les centres d'appel, c'est de retenir leur personnel suffisamment longtemps, parce qu'il y a quand même un petit peu de formation minime, mais quand même c'est un investissement. Or ce boulot est assez embêtant, hein, pour ne pas dire autre chose, et donc les gens se lassent et quittent et s'en vont. Et le gros problème, c'est de retenir des gens. Donc trouver des gens qui sont résistants à l'ennui, des gens qui sont fidèles à l'employeur, etc. Comment fait-on ça ? Eh bien, il y a simplement un algorithme qui a détecté des séries de corrélations entre des éléments qui n'auraient aucun lien de causalité entre eux, hein, qui ne sont pas liés par aucune logique causale, mais qui ont détecté par exemple que des individus qui sont au moins sur 2 réseaux sociaux et sur pas plus que 4 vont être les individus qui vont être les plus résistants à l'ennui, par exemple, ou les plus résilients, pourrait-on dire, par rapport à... Alors, on peut dire quel est le rapport ? On s'en fout du rapport, tout simplement. On est passé d'une logique causale, on a abandonné vraiment les ambitions de la rationalité moderne qui liait les événements à leur cause pour passer à une logique purement statistique, on peut dire, hein, purement inductive. Il suffit qu'on voit que sur un grand nombre de données, sur un grand nombre, ça marche. Et ce qui compte, c'est que ça marche. C'est que ça marche et que ça permet d'éviter à l'employeur un certain nombre de coûts de formation, de renouvellement de son personnel, etc. Donc c'est ça la logique. Ce n'est pas une logique de validité, ce n'est pas une logique, une logique causale, c'est une logique de pur fonctionnement. Donc, et finalement, ce qui tient lieu dans ces logiques de validité ou de légitimité, c'est la pure opérationnalité en temps réel, pure plasticité aussi. Donc ça, je reviendrai là-dessus. Donc c'est bien, c'est pas quelque chose qui est vraiment de l'ordre du pur fantasme, hein, on pourrait croire que c'est pas encore là, etc. C'est là, de façon parfois plus tragique, hein, quand Grégoire Chamaillou, dans son très beau livre Théorie du drone, parle des frappes de drones qui sont en gros téléguidées par l'intermédiaire de dispositifs algorithmiques eux aussi qui détectent la menace terroriste, sans identifier les individus personnellement. On ne sait pas qui c'est ces personnes qui sont potentiellement des terroristes, mais l'algorithme a détecté qu'il y avait un certain nombre d'éléments qui les faisaient rentrer dans une catégorie à risque, et donc on les élimine par avance. Alors ça, si ce n'est pas jouer avec l'avenir, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Donc c'est la production de l'avenir, c'est-à-dire on va produire la mort par avance, sans attendre l'événement. Donc c'est vraiment, ici on est vraiment dans de l'anticipation, hein, réellement. Et c'est quelque chose qui peut effectivement, voilà, ça peut être dans le marketing, dans le contexte du marketing. Qu'est-ce que c'est des applications Eh bien, c'est par exemple le brevet déposé à la librairie en ligne Amazon pour l'envoi anticipé des marchandises avant même que vous les ayez achetées. Ils ont des algorithmes qui permettent de détecter que vous avez une propension assez forte à acheter tel bien, et donc c'est toujours dans une logique de flux tendu. Ils vont vous envoyer par avance. Ils n'ont pas encore mis en œuvre, hein, mais ils ont breveté le système. Donc, vous voyez,
C'est l'idée aussi d'un marketing de plus en plus intelligent, un marketing de plus en plus intelligent dans le sens où il va être capable de faire en sorte que vos propres désirs vous précèdent. Au lieu de vous interroger sur voilà, vos intentions d'achat, vos besoins, etc., eh bien, il va se produire ce que Ryan Calo appelle les digital market manipulations, qui permettent de détecter en temps réel, en suivant vos trajectoires sur Internet, votre profil de consommateur, votre profil psychologique, et on va par exemple savoir qu'à telle heure, vous êtes plus susceptible d'acheter une barrette de chocolat ou d'acheter des stocks de sucre ou d'acheter un voyage aux Caraïbes qu'à telle autre heure, par exemple. Vous voyez, donc ça va permettre vraiment de court-circuiter les processus de résistance qui sont liés à vos capacités de réflexivité. Et donc, vous voyez, c'est un mode de gouvernement qui fonctionne sur le mode de l'alerte, qui génère du réflexe. On est bien dans le signal, là aussi, stimuli réflexe, plutôt que en se fondant sur vos capacités d'entendement et de volonté, comme le ferait par exemple la loi. Parce que quand la loi vous oblige à faire quelque chose ou vous interdit de faire quelque chose, qu'est-ce qu'elle fait? Elle ne vous contraint pas, en fait. Vous avez toujours une marge de manœuvre. Vous pouvez désobéir, vous pouvez prendre le risque de désobéir, etc. Et en fait, la loi fonctionne en présupposant vos capacités d'entendement et volonté et en mesurant la menace de la sanction suffisamment bien de manière à produire des taux d'obéissance suffisants. Enfin, voilà. Donc c'est un mode de gouvernement qui est tout à fait différent de la loi en tout cas, différent de la discipline aussi, je vais vous en parler un tout petit peu si j'ai le temps tout à l'heure. Et donc c'est déployé aujourd'hui dans une multitude de domaines, et voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est d'aborder tous ces domaines de façon transversale pour voir ce qu'ils ont de commun. Justement, est-ce qu'il y a quelque chose de commun entre le marketing et la robotisation des conflits armés? Est-ce qu'il y a quelque chose une rationalité commune? Et en fait, cette rationalité commune, je l'ai appelée peut-être un peu maladroitement le comportementalisme numérique. C'est une rationalité qui se fonde sur la pure observation des données, complètement coupées du monde. Disons qu'en fait, et Emmanuel l'a déjà un peu suggéré, ce à quoi nous avons affaire avec cette idéologie des big data, parce qu'il s'agit bien d'une idéologie, les gens qui font les data scientists sérieux vont dire que ça ne marche pas comme ça, etc. Mais les gouvernements, les gens qui font du marketing, etc., ont tellement envie que ça se produise, cette substitution, donc c'est à ça qu'on a affaire, à une sorte de substitution d'une réalité numérique au monde tel qu'il est, et une sorte d'indistinction croissante entre la représentation numérique et le monde tel qu'il est. C'est cette sorte en fait d'appétit excessif pour à la fois le réel et l'actuel. C'est à ça qu'on a affaire. Et là, je rentre peut-être dans une première analyse, c'est que les raisons pour lesquelles il y a un tel engouement pour les big data, c'est principalement parce qu'elles nous dispensent de toute une série de choses. Et elles nous dispensent principalement de représenter les choses. Elles nous dispensent de toute transcription, de toute médiation symbolique, institutionnelle ou conventionnelle. Elles nous dispensent bien souvent aussi de la décision. Elles nous dispensent de la réflexion. Et elle nous dispense aussi, même de la notion de norme. Et elle nous dispense aussi de la notion de sujet. En fait, elle nous dispense quasiment de tout. Donc on a affaire réellement à quelque chose d'assez inédit. En gros, on pourrait dire qu'il s'agit d'une sorte de fiabilité sans vérité, d'une personnalisation sans sujet et d'un pouvoir sans autorité. Donc c'est quelque chose qui se présente comme tout à fait immanent, sorte de gouvernement du monde numérisé par lui-même, spontanément. Et quand je vous disais que ça nous dispense de tout type que ça gouverne mais sans normes, je vais faire un petit détour ici pour expliquer en quoi, à mon sens, mais là je parle vraiment sous le contrôle d'Emmanuel qui connaît bien les statistiques, en quoi, à mon sens,
les pratiques statistiques impliquées dans les processus de data mining, de data visualization, etc., sont bien différents des pratiques statistiques traditionnelles. Alors, une première différence, à mon sens, se trouve dans la finalité. La finalité de la statistique traditionnelle, c'était la connaissance de l'état, c'est-à-dire aussi l'objectivation d'hypothèses. On objective des hypothèses concernant la productivité, concernant la natalité, concernant des tas de choses comme ça. Ici, on ne fait pas d'hypothèses a priori. Bon, il y a quand même un tri, une sélectivité, etc., mais qui ne sont pas réellement des hypothèses. On ne fait pas d'hypothèses a priori. Tout est récolté, c'est la prolifération des données. On fait tourner des algorithmes sur ce tout, qui n'est pas vraiment un tout, hein, mais bon, qui se présente quand même comme une sorte de totalité. On fait tourner des algorithmes et on fait surgir des données elles-mêmes les hypothèses. Donc, c'est-à-dire que les hypothèses ne précèdent pas du tout, ou ne président pas non plus à la récolte des données, ce qui pose des problèmes énormes en termes juridiques, puisqu'on a ce principe en droit, en tout cas quand il s'agit de données à caractère personnel, qu'on a un principe de minimisation de la collecte des données. Ici, non. Dans la mesure où les hypothèses vont surgir elles-mêmes des données, eh bien, les hypothèses ne les précèdent pas par définition. Et donc, il ne s'agit plus du tout d'objectiver des hypothèses sur le monde qui auraient été faites préalablement, mais de faire surgir les catégories ou hypothèses à travers lesquelles on va percevoir le monde. Ce qui coupe l'herbe carrément sous les pieds de ce qu'on appelle la critique, évidemment, puisque la critique, c'est... Enfin, ça, il faudrait relire Foucault là-dessus, Butler qui a repris aussi Foucault sur la critique, qu'est-ce que la critique, etc. Je ne vais pas aller dans les détails de cette affaire-là, mais la critique, elle s'adresse précisément à la manière dont on forme les catégories à travers lesquelles on perçoit le monde. En fait, la production automatique de ces catégories rend la critique absolument inopérante. Et en même temps, dans la mesure où ces catégories, produites algorithmiquement, s'adaptent en temps réel, en fonction des données qui sont ajoutées à la base de données, si vous voulez, la critique, elle est quasiment automatique. C'est la critique en marche perpétuellement. Elle ne s'arrête jamais. Donc on pourrait presque dire que la gouvernementalité algorithmique réalise les objectifs de la critique. Et donc on n'a plus besoin de critique non plus. Hein. C'est un métabolisme qui est quasiment inhérent à la vie même. Ça ressemble très fort d'ailleurs à une normativité immanente, comme la décrivait Georges Canguilhem, qui disait « les normes ne précèdent pas la vie, elles en émanent ». Eh bien, on se retrouve là vraiment dans quelque chose qui ressemble très fort à ça et qui, du coup, devient difficilement contestable. Bon, première distinction donc avec les usages de la statistique, la finalité n'est plus d'une finalité d'objectivation par rapport aux usages de la statistique qui servaient au benchmarking, dont Emmanuel parlait tout à l'heure. Je pense qu'on a aussi une grosse différence. Le benchmarking a notamment pour finalité de rendre des situations incommensurables autrement, ou des prestations incommensurables. Par exemple, les performances d'un chercheur en physique avec les performances d'un chercheur en philosophie politique. Bon. Comment fait-on pour rendre ces performances très hétérogènes comparables ? Eh bien, on fait du benchmarking, c'est-à-dire qu'on fait des conventions de quantification pour pouvoir rendre ces objets comparables. Donc l'objectif, c'est de pouvoir en discuter. L'objectif, d'abord, il y a une présupposition de conventionnalité, de convention. Ici, dans le big data, dans le data mining, il n'y a plus aucune convention, puisque l'objectif est précisément de nous éviter d'avoir à faire encore des conventions, d'avoir à faire ce détour de la convention. Et en plus, l'objectif n'est pas du tout d'instaurer aucune commensurabilité, mais au contraire, on prend très au sérieux le fait que les événements du monde sont à la fois imprévisibles et incommensurables. Donc, c'est une sorte de normativité, je ne sais pas si on peut même encore appeler ça une normativité, mais oui, une normativité complètement immanente à la sauvagerie des faits et à leur incommensurabilité. Alors, on dirait que ça suit la vie même. Donc les finalités sont différentes par rapport à la statistique traditionnelle. Et maintenant, dans le mode de fonctionnement même, ou la pratique même de la statistique, mais là je parle vraiment sous le contrôle d'Emmanuel, et je tremble un peu en le disant, hein, parce que moi je suis juriste, au fait, je ne suis pas du tout ni philosophe, ni statisticienne, ni sociologue, mais... donc, moi, ma connaissance de la statistique et mon intérêt pour la statistique, il m'est venu de la lecture de Robert Musil et de son livre « L'homme sans qualité ».
Alors, dans L'homme sans qualité, Musil, et puis, du coup, j'ai lu ses cahiers aussi, ses carnets, et dans un de ses carnets, il explique très bien que dans la statistique, il essaie de comprendre lui aussi, un peu comme je fais, comment ça fonctionne la statistique. Il dit, eh bien, dans la statistique, non seulement il y a une sélectivité, on sélectionne très bien les données qu'on va prendre en compte, mais en plus, les résultats de la mesure sont dispersés autour de la valeur la plus probable. Celle-ci est calculée selon des normes bien connues de la théorie des probabilités. A priori, conformément à l'hypothèse, on admet d'abord qu'elle existe, mais il y a aussi, sous-jacente à cela, une relation de grandeur non encore considérée. Nous excluons les écarts trop grands comme source d'erreurs et de perturbations. Traduit en termes subjectifs, cela donne les écarts par rapport à la valeur moyenne n'entrent pas en ligne de compte. Alors ça, c'est précisément le fait que la statistique, on va toujours, la statistique traditionnelle, on va dire, mais oui, mais tu sais, oui, on t'a dit que statistiquement, tu avais tel risque, mais ça, t'inquiète pas. La statistique, ça vaut pour les grands nombres, mais pour les cas individuels, ça ne vaut pas, puisque forcément, on n'a pas pu tout prendre en compte. Vous voyez ? Or, ici, avec les big data et le data mining, eh bien, on a par définition tout pris en compte. Tout ce qui est, on n'a pas eu besoin de cette sélectivité, et la notion même de moyenne disparaît elle aussi dans la mesure où la base statistique se grossit de jour en jour, mais non pas de jour en jour, de microseconde en microseconde, et que donc la notion de valeur moyenne elle-même n'a plus aucune raison d'être, ni on n'a pas de possibilité de la construire. Ce qui fait qu'on a du coup la possibilité d'établir des sortes de modèles statistiques qui ne valent pas pour les grands nombres, mais qui valent précisément pour ce qui est le plus éloigné des grands nombres, c'est-à-dire les cas les plus singuliers. Et on arrive donc à une situation où on peut faire de la personnalisation à une échelle industrielle, ce qui était un oxymore, un paradoxe absolu. Donc ça, c'est une nouveauté tout à fait... Enfin, moi, c'est quelque chose qui me paraît neuf. Peut-être que c'est parce que je ne connais pas assez la statistique et parce que j'aime Musil, mais ça me paraît quand même assez neuf. Alors ça, justement, cette sélectivité et puis aussi cette idée de l'homme normal, de l'homme moyen qui est quand même le gros poids normatif de la statistique, le fait qu'on puisse se débarrasser de ça, c'est s'émanciper de la notion de moyenne, de normal, d'homme moyen, avec toutes les connotations normatives attachées à l'homme moyen qui était l'homme idéal pour Quetelet ou l'homme moyen qui était l'homme médiocre pour Galton, par exemple, c'est des connotations soit très positives, soit très négatives, ça paraissait en tout cas normatif, et normatif on n'aime pas beaucoup. Donc on a cette idée qu'on peut enfin avoir quelque chose d'objectif, d'impartial, d'anormatif, une sorte de téléobjectivité, c'est-à-dire une objectivité de loin, sans jamais interroger les gens, c'est très loin, très téléobjectif, qui en même temps permet d'individualiser très fort, et d'une façon complètement neutre. Voilà. Alors en plus, on échappe à la critique très fréquemment adressée à la statistique traditionnelle ou aux objets statistiques quand ils servent de référence dans les débats publics, comme Desrosières l'a décrit tellement bien, qui est par exemple le défaut de représentativité. On va toujours dire, mais oui, mais les statistiques que vous utilisez là, monsieur le ministre, elles ne sont pas représentatives. Non, ici avec le big data, on échappe complètement à cette critique-là, mais par contre, les catégorisations algorithmiques, elles, deviennent indiscutables et incontestables. C'est la raison pour laquelle il m'a semblé intéressant, en tant que juriste, de dire que finalement, les catégorisations ne sont légitimes que quand elles restent contestables, que quand elles sont discutables. Ce critère de discutabilité, à mon sens, est absolument important. Donc voilà. Bon. Alors comment est-ce que ça gouverne ? Parce que finalement, gouverner, c'est quoi ? Gouverner, c'est jouer sur l'avenir. De toute façon, gouverner, ça a toujours consisté à ça. Alors, on connaît les médias, on parle tout le temps des applications sécuritaires ou de surveillance de ces big data, modélisation du comportement anormal, du comportement criminel, du comportement du récidiviste, du comportement du terroriste potentiel. Ou alors les assureurs connaissent ça très bien aussi. Les assureurs vont avoir le modèle du comportement fraudeur, etc.
bon, mais quelle est la spécificité, en fait, de ce mode de gouvernement? Est-ce que c'est un mode de gouvernement? À partir du moment où c'est une sorte de normativité émanente, d'ailleurs, est-ce que ça gouverne vraiment? Et quelle est cette différence? Alors, d'abord, pour comment dire, dégonfler un peu la nouveauté, on peut dire que, par exemple, la dangerosité, l'attention à la dangerosité plutôt qu'aux actes des individus dans la logique pénale, c'est pas du tout neuf, ça date du 19e siècle, tous les travaux des criminologues sur la dangerosité, etc., la prise en compte de la dangerosité, c'est pas neuf. Mais là, et ça c'est la différence avec la gouvernementalité néolibérale, quand on prenait en compte la dangerosité d'un individu, c'était en vue de le réformer psychiquement, de le redresser, de le normaliser. Quand on se focalisait sur les anormaux, hein, à cette époque-là, c'était en vue de les rendre normaux, de les rendre un peu plus normaux. Alors qu'ici, quand on parle de, par exemple, ce que votre magnifique loi française sur le renseignement propose de faire, c'est-à-dire détecter par avance des futurs terroristes, le but n'est pas du tout de les réformer psychologiquement, de les rendre normaux. Non, non, le but est tout à fait préemptif. Ce n'est pas de la prévention, ce n'est même pas de la prévision, c'est de la préemption. Et ça, c'est une catégorie tout à fait nouvelle qui vise à, en fait, considérer comme déjà advenu ce qui n'existe dans l'actualité que sous une forme potentielle. Alors, on peut appliquer ça, pour revenir parce que j'aime bien changer de domaine d'application, pour voir justement si ça tient, hein, sur plusieurs domaines d'application. Dans le domaine de l'assurance, imaginez un assureur sur la vie qui a accès aux données des réseaux sociaux et qui va pouvoir détecter, par exemple, quelles sont les personnes dans le groupe de ces assurés qui subissent de la violence conjugale, puisque voilà, il y a des groupes de discussion, de soutien, etc. Alors, qu'est-ce que l'assureur sur la vie va faire s'il constate que monsieur un tel ou madame X est victime de violence conjugale? Eh bien, soit il l'élimine de l'assurance vie, soit il lui fait payer des primes supérieures. Vous voyez? Alors, soit il l'élimine, ça veut dire qu'il considère que le risque de mort anticipée, en fait, est déjà avéré, ce n'est plus un risque. Il n'y a même plus de calcul de risque, en fait. On est passé d'une logique actuarielle à une logique post-actuarielle, où on ne calcule plus le risque, on fait plus des tours là. On va tout simplement considérer que c'est déjà arrivé. Voilà. Le réel, c'est que vous êtes mort. Alors, on vous considère comme mort, donc on vous élimine de l'assurance, ou alors vraiment on fait monter les primes. Il n'y a pas de raison de limiter, en fait. Hein. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, d'autant qu'on s'est émancipé de toute normativité et de toute idée de normes. Donc, pourquoi pas? Finalement, cet espace vide laissé par la norme, par quoi peut-il être occupé? Eh bien, par tous les appétits de ceux qui peuvent tirer profit de l'exploitation des données. Ça va très bien, ça, dans une logique quand même qui reste en partie néolibérale, qui est que, par exemple, que toute demande, aussi folle soit-elle, doit être satisfaite, ou que tout bénéfice qui puisse être fait, aussi moral soit-il, doit être réalisé. On est vraiment dans une atmosphère ou dans une culture de la pure opportunité. Non plus du projet, mais de l'opportunité en temps réel. Vous pouvez gagner quelque chose à tel moment, vous le prenez. Puis voilà. Vous voyez, donc c'est un changement. Sur le plan éthique, ce n'est pas sans conséquence. Alors, comment est-ce que ça gouverne? Eh bien, alors, premier point, la cible, le gouvernement. Et quand je parle de gouvernement, je ne parle pas des institutions. Je parle à la manière de Foucault. Pour Foucault, tout qui a la possibilité ou réalise cette possibilité de structurer par avance le champ d'action d'autrui, gouverne. Donc les publicitaires gouvernent, l'architecture de cette pièce vous gouverne dans une certaine mesure aussi, le positionnement des chaises gouverne, etc. Donc je prends vraiment une posture pas tellement institutionnelle ici. Hein. Mais le gouvernement, la cible du gouvernement des conduites a changé. C'est-à-dire que ce n'est plus l'actuel, ce n'est plus ce qui se produit, ce n'est plus ce qui est en train de se produire, ce n'est même plus les individus, ce n'est même plus les corps, c'est plus tout ça, ce n'est même plus les cibles de la biopolitique qui étaient pour Foucault la lèpre, la peste, l'étranger, la maladie mentale. Tout ça s'est remplacé aujourd'hui par quelque chose d'impalpable qui est la potentialité pure, le possible en tant que tel.
ou le potentiel en tant que tel. La virtualité, en fait, c'est un gouvernement du virtuel. Et le virtuel, ce n'est personne. La seule instantiation du virtuel se trouve dans un immense corps numérique, un corps statistique qui est tout à fait supra-individuel et qui est en fait composé d'une infinité de données qui, elles, sont tout à fait infra-individuelles. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a plus de sujet. Des données infra-individuelles tirées de leur contexte, etc., réagrégées avec d'autres données qui ont été récoltées ou qui ont proliféré dans d'autres contextes, à d'autres moments, etc. C'est tout à fait déhistoricisé, tout ça. Et donc, le seul sujet qu'on a encore, c'est ce grand corps statistique tout à fait impersonnel. Bon, alors, ça gouverne donc sans sujet, ça ne suscite donc aucune récalcitrance, et pourtant, ça nous affecte. Ça nous affecte comment ? Eh bien, tout à fait en creux. Ça nous affecte en creux dans la mesure où eh bien, ça travaille l'avenir. Hein. C'est une façon de faire en sorte que certaines choses se produisent à coup sûr et que d'autres ne se produisent pas à coup sûr. En quelque sorte, quand je vous disais que ce qui est visé, c'est la puissance des sujets, ou les sujets comme puissance, eh bien, ce qui est visé, c'est notre capacité à ne pas être là où nous sommes attendus, ou la capacité à ne pas faire tout ce dont nous sommes capables. Vous voyez, quand on vous considère comme déjà terroriste simplement parce qu'il y a cette possibilité qui est détectée par le fait que vous pouvez avoir reçu des spams d'un groupe terroriste dans votre boîte mail, ça suffit parfois. Hein. Vous n'avez rien demandé, on vous a envoyé ça un spam, mais les données relationnelles sont collectées comme les autres, et bien vous allez être considéré comme terroriste. Et comment on va faire pour affecter votre comportement ? Eh bien, on ne va pas nécessairement vous envoyer un missile par drone directement, non. On va jouer sur l'environnement informationnel et physique, c'est-à-dire qu'on va, dès lors que vous avez été détecté, comme ça, surveiller toutes vos relations, vous surveiller plus que les autres, etc. Et peut-être aussi trier ce à quoi vous allez pouvoir avoir accès, les lieux que vous allez pouvoir fréquenter. Vous allez être tellement ennuyé à l'entrée des boîtes de nuit que votre amour de la danse va décroître assez rapidement, par exemple. Donc ça peut quand même vous affecter. Vous voyez, ça gouverne de cette manière-là. Donc, voilà ce à quoi on a affaire dans cette histoire. Alors, la difficulté, c'est de faire une critique de cette gouvernementalité algorithmique. Elle est extrêmement difficile parce que, comme je vous disais, c'est un mode de gouvernement qui n'éprouve personne. Hein. Les catégories, par exemple, les profils ne se superposent absolument pas à des catégories socialement éprouvées. Ce ne sont plus les Noirs, les femmes, les Juifs, etc. Non, ça paraît beaucoup plus objectif que ça. Hein, ce comportementalisme numérique transcende ou traverse toutes les catégories dont on fait l'expérience. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas imaginer une action collective pour revendiquer, pour dire j'ai été discriminé ou maltraité parce que j'ai été mal profilé. Ça, c'est pas pensable. Donc, c'est extrêmement compliqué. Et en même temps, c'est finalement ce qu'on a peut-être voulu. On a toujours voulu cette sorte d'immanence, un gouvernement qui serait nous-mêmes, ou comme le disait Foucault, l'art de ne pas être tellement gouverné, ou l'art de n'être pas gouverné par autre chose que par moi-même, et puis la multiplicité des profils, la profusion des profils qui nous sont attribués, finalement, c'est nous-mêmes, hein, c'est très difficile. Plus on va avoir de profils, plus il va être difficile de ne pas vouloir être profilé, parce que c'est comme ne pas se vouloir soi-même. Ce qu'il faut critiquer, en tout cas, je pense que c'est peut-être la seule voie de récalcitrance, c'est l'idéologie des big data. Alors, par idéologie, c'est cette idée de l'exhaustivité, hein, alors que, comme Emmanuel l'a très bien dit, les big data, c'est pas tout. Hein. On nous présente ça comme étant le monde et ce qui remplace le monde. Ben, c'est pas du tout le monde. Il y a déjà tout l'ineffectué dans l'histoire qui n'est pas numérisé. Les rêves de nos ancêtres, etc., ne sont pas numérisés. Nos rêves à nous, nos tristesses, nos joies ne sont pas numérisées, ne sont pas numérisables, probablement. Elles seront peut-être, ça on ne peut pas le savoir pour l'instant, mais en tout cas pour l'instant c'est pas numérisable. Et tout ce qui disparaît à travers ce processus de numérisation et de substitution de la réalité numérique au monde physique, ce qui disparaît,
Eh bien, voilà, tout cet ineffectué, le non numérisable, et en même temps, ce qui disparaît, en fait, c'est l'écart absolument nécessaire entre le monde et sa représentation. C'est la distinction, enfin, j'en discutais avec Bernard Stiegler récemment, la distinction entre le fait et le droit, en quelque sorte. C'est se dire que finalement, l'objectivité, c'est peut-être bien, mais l'objectivité n'est jamais la justice. On peut reprendre l'exemple de l'assureur sur la vie qui chasse du pool de ses assurés les hommes ou les femmes victimes de violences conjugales. On peut se dire qu'actuariellement et économiquement, c'est tout à fait rationnel, et c'est même juste sur le plan actuariel. On est vraiment dans une sorte d'obsession du coût réel aujourd'hui, hein, donc c'est bien par rapport au coût réel, ça, que chacun assume vraiment son risque à lui. Mais sur le plan de la justice sociale, on voit bien que c'est quand même quelque chose d'assez perturbant. Et aussi, ce à quoi il faut résister absolument, c'est à cette tentation de sous-traitance à des machines automatiques de la production des catégories, notamment de certaines catégories. Par exemple, est-ce qu'on doit vraiment sous-traiter à des machines plutôt que décider collectivement les critères de mérite, de besoin, de dangerosité, de désirabilité? C'est pourtant ce qui est en train d'arriver aujourd'hui. Donc l'enjeu, là, il est vraiment important, je pense. L'enjeu, c'est la possibilité de décider, et décider implique l'incertitude et la non-prédiction de l'avenir. Parce que décider en situation de certitude, c'est pas décider, c'est suivre aveuglément un système de recommandation. Décider présuppose l'incertitude et la demande, et la réclame. Donc voilà, c'est la conclusion. Il n'y en a pas vraiment, hein, si ce n'est peut-être cette phrase de Giorgio Agamben qui disait, et je ne suis plus tout à fait sûre de la phrase en plus, donc c'est très évasif, mais il disait, finalement, ce qui compte, c'est de se tenir dans une relation juste par rapport à notre propre ignorance. Cette justesse-là, je pense que c'est celle qui est aujourd'hui menacée par ces prétentions à l'objectivité et à l'anticipation et à la construction de l'avenir par les données. Je vous remercie.